Sorti de nulle part, Obsession a bousculé le box-office et certains avancent que c'est le meilleur film d'horreur de la décennie. Bien que je ne souscrive pas à cette idée, je dois lui reconnaître de nombreuses qualités, notamment dans les thèmes abordés. Mais certains de ces thèmes, je pense, sont fantasmés, imaginés. C'est-à-dire que sur internet, il s'est vite propagé l'idée que le film critiquerait la culture incel ou le mouvement Black Pill en se servant de la figure du nice guy. Il est vrai qu'à bien des égards, on peut qualifier Bear d'incel. Je ne pense pas pour autant que c'était la volonté du réalisateur. Il cherchait surtout à établir une relation toxique, un peu aux dépens de ses personnages, pris dans la spirale de leurs sentiments et de l'idéalisation. Tout ce qui est du côté de l'incel, il y est tombé un peu par hasard. Et à vouloir à tout prix voir en obsession une critique des incels, on occulte une partie non négligeable du film que forcément on essaye quand même d'interpréter. Trey Barker espérait surtout, avec Bear, décrire la maladie de ce que les anglophones appellent infatuation, on pourrait dire engouement ou passion éphémère, et de l'amour quand il est obsessionnel. Car le titre Obsession décrit surtout les sentiments de Bear pour Nikki, alors qu'on pense que c'est les sentiments de Nikki pour Bear. Bear et Nikki sont tous les deux victimes de forces qui leur sont supérieures. Nikki, de magie noire, le veut, qui la pousse à n'exister que pour Bear, à être remodelée selon ses désirs à lui, et Bear, victime de ses propres fantasmes, à regarder Nikki sous un prisme idéalisé alors qu'au final, ce serait plutôt de Sarah qu'il pourrait tomber amoureux. Il est influencé aussi par des critères sociaux, sociétaux, à savoir Nikki est belle, elle est populaire, elle représente tout ce qui est socialement attirant. Ce qui est ironique car ça correspond aussi à l'actrice et un peu à la façon dont les fans la traitent sur internet. Mais passons. Trey Barker ne cache pas sa volonté de faire de Bear le méchant de l'histoire. S'il est introduit de façon innocente, à différents moments ensuite, il a la possibilité de faire un choix moral et s'y refuse. Il ne considère toujours que ses propres sentiments, sans prendre en compte ceux de Nikki, qu'il souhaiterait forcer à l'aimer, mais ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, il a été passif dans l'histoire, ce qui lui donne l'opportunité d'être vu lui-même comme une victime du vœu, et de la Nikki du vœu, plutôt que comme acteur de la descente aux enfers de la jeune femme. Le film a donc été mâché, remâché sur internet. On y voit une critique des incels, c'est légitime, et même si ça n'était pas l'intention première de Barker, ça n'est pas trop grave. Par contre, d'autres interprétations ont véritablement une portée dangereuse. Le plus gros défaut de Obsession selon moi, c'est sa maladresse, et son incapacité à se prémunir d'une interprétation misogyne. Pour un petit film aux quelques centaines de milliers d'entrées, ça n'aurait pas posé de problème. Mais pour un film dont l'audience s'étend au-delà de son public cible, on commence à entrer sur un terrain dangereux. Beaucoup d'hommes sur les réseaux sociaux ont vu en Bear un modèle, ou plutôt se sont servis du personnage de Nikki comme d'un épouvantail pour agiter leur haine des femmes. D'autres, plus naïfs peut-être, estiment que Bear est victime de malchance, peut-être de sa propre lâcheté, et lui accordent de la pitié jusqu'à la fin du film. Cela est dû en partie à la réalisation et à l'écriture du film, qui à travers différents éléments ouvre la porte à une lecture misogyne. Vous me direz, c'est de l'art, on ne pourra pas empêcher les gens d'en faire mauvais usage. Mais justement, dans ce cas bien précis, le film tend la perche, ce qui justifie l'existence de cette vidéo. La première partie du film sert à montrer que Bear se fait une fausse idée de Nikki et qu'il ne l'aime pas vraiment, il aime la silhouette qu'il imagine quand il la regarde, que l'on retrouve représentée dans les jeux de lumière de Curry Barker. C'est là aussi qu'il a été fort dans sa réalisation. Barker volontairement occulte le visage de Nikki, il le cache dans l'ombre. Il en fait une métaphore de la façon dont Bear lui-même considère Nikki comme un spectre, pas comme elle-même. Il n'en a rien à faire de la vraie Nikki, il est amoureux d'une image. Le film Obsession, de manière générale, parle de la façon dont nos désirs sont souvent égoïstes. Nous aussi, en tant que spectateurs, on peut projeter ce que l'on veut sur Nikki. On n'a pas de backstory, seulement quelques éléments par-ci par-là. Nikki en effet n'est pas construite, pas étoffée, son personnage n'a pas véritablement de personnalité. Sur les photos qu'elle cache dans le panier repas de Bear, elle écrit « pas moi » en désignant sa silhouette. Sous-entendu, ce n'est pas moi, ce n'est pas Nikki, tu n'es pas amoureux de moi, Bear, tu es amoureux d'une idée, de ma beauté physique, de ce que je représente à tes yeux. Il n'y a aucune alchimie entre Nikki et Bear. Il y en a une pourtant entre Bear et Sarah. La discussion dans la voiture ancre l'idée que Bear, s'il avait fait preuve d'intelligence émotionnelle, se serait plutôt épris de Sarah, avec qui il aurait pu construire quelque chose de véritable, sincère et durable. Mais non, il est lâche et égoïste. Barker, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne rejette pas la faute sur les hommes, pas entièrement du moins. Il n'essaye pas de faire du all man. Il a au contraire beaucoup de sympathie pour les jeunes hommes de la génération Z, à laquelle il appartient, et qui sont souvent esselés dans la tourmente, perdus dans leur corps et dans leur cœur. Le film, selon moi, leur est adressé. Il dit « Soyez en phase avec vous-même, avec le monde, ou voici ce qui peut vous arriver. Ne traitez pas les femmes pour ce qu'elles ne sont pas, n'essayez pas de forcer leurs sentiments, ça ne peut pas bien se terminer. »
Voilà pourquoi l'horreur est toujours concentrée contre Bear, et que c'est lui qui est terrifié par Nikki. Ce n'est pas de la female rage, c'est un avertissement. Et par moments, c'est fait de façon un peu maladroite. Never wanted Nikki to feel like a possessed demon. I wanted her to feel like a crazy jealous girlfriend. La faiblesse majeure du film, c'est son manque d'intentionnalité. Les scènes s'enchaînent les unes après les autres et plutôt qu'une évolution progressive, on a une évolution graduelle de la tension, par à-coups, avec un dernier acte qui se détache totalement du reste du film. Car on est arrivé là un peu par hasard. Et beaucoup de scènes existent indépendamment de la trame du film, comme le sandwich au chat, la soirée chez Yann, ou même le moment où Nikki se chie dessus. Nikki aurait dû être admise à l'hôpital après la soirée, et qu'elle se soit mutilé le visage. Le staff la refuse sans expliquer pourquoi. Ça donne l'impression d'une sorte de plot armor mais renversé. Car le script espérait que Nikki se retrouve seule avec Bear, alors le script a fait en sorte que Nikki se retrouve seule avec Bear. Toutes ces scènes, des sketchs en fait, sont donc extrêmement faciles à sortir de leur contexte et à diffuser sur les réseaux sociaux. Avant même le film, est sortie la scène du dîner, où Nikki apparaît comme la manipulatrice, comme une jeune femme instable, et Bear donc comme la victime. Pas étonnant alors que parmi les commentaires, il y ait beaucoup de « on dirait mon ex » ou « voilà pourquoi il ne faut jamais sortir avec une borderline » avec des emojis rire. La scène a été sortie de son contexte. Il n'y est même pas mention du vœu et Nikki a l'air d'être simplement Nikki elle-même. C'est d'ailleurs assez perturbant que cette scène ait été choisie pour annoncer le film. Dans le script, on la nomme Wish Nikki, la Nikki du vœu. Mais le spectateur moyen ne va pas lire le script. Et il ne sait pas comment nommer Nikki après le vœu. En quelque sorte, c'est la même personne pour lui. Le film, en rendant flou la manière dont marche le One Wish Willow, ouvre la porte à trop d'hypothèses et parmi elles, parmi les plus populaires, Nikki aurait été amoureuse de Bear depuis le début et le vœu lui aurait simplement permis de libérer ses sentiments. Cette interprétation est partagée en partie par l'actrice elle-même. Really? To a certain extent. Certains pensent aussi que Nikki est possédée par le chat de Bear, mais n'y prêtons pas attention. Curry Barker ne voulait pas de possession. Il voulait une petite amie folle et jalouse, comme il le dévoile dans l'extrait d'interview que j'ai diffusé plus tôt. Petit aparté, je trouve cette appellation Crazy Jealous Girlfriend incroyablement misogyne et psychophobe, mais on va dire que je suis trop woke. C'est donc réussi de la part de Curry Barker, il a eu sa Crazy Jealous Girlfriend. Cependant, encore une fois, le choix manque d'intention, car c'est une bonne idée en soi de vouloir renverser le trouble de la possession qui est très courant dans l'horreur. Malheureusement, dans le contexte d'obsession, ça dessert le film. Tout l'intérêt de la possession, c'est d'invoquer une partie tierce, un démon, et de plaindre la personne victime de la possession autant que les personnes victimes de la violence physique liée à la possession, tout en excusant ses crimes après l'exorcisme. Ainsi, dans Evil Dead, Mia aura le droit d'être possédée, celle contre qui on se protège, puis de devenir la Final Girl, celle que l'on veut protéger. Si Nikki n'est pas possédée, il faut alors accuser le vœu. Mais le vœu n'a pas de conscience, et on ne sait pas comment il marche. Il est plus simple d'accuser Nikki, de lui prêter des intentions qu'elle n'a pas. Là où le film, lui, je crois, voulait que l'on accuse Bear. Si l'on veut être généreux, on pourrait dire que c'est une des critiques émises par le film. Et que ce choix permet de décrire la façon dont on traite les femmes victimes d'abus. Qu'on les traite de folles, qu'on ne les croit pas, et qu'on les interne ou les emprisonne. Pour rester sur le vœu, on peut évoquer la façon dont il a été formulé. Bear apparaissait comme pathétique, incapable d'avouer ses sentiments à Nikki, même au moment où elle lui permettait de se confier. C'est une faute, de la lâcheté. C'est quand même un comportement humain que l'on peut pardonner. Fragilisé donc par cette interaction, Bear craque le bâton et il énonce son vœu « Je veux que Nikki m'aime plus que tout au monde ». Il le fait de façon puérile comme un enfant qui n'a pas eu ce qu'il veut. Mais il sera confirmé plus tard quand il ira voir sur les forums si le One Wish Willow fonctionne vraiment, qu'il n'espérait pas que le vœu fonctionne et qu'il le faisait un peu comme on arrache les pétales d'une pâquerette. À la folie. Problème, c'est ainsi que le film décide d'introduire l'horreur, par une équivoque. On peut, même après la fin du film, se demander si Bear, en formulant le vœu, a fait preuve de malice ou de maladresse. On ne devrait pas. Ce questionnement sur la moralité de l'acte de Bear est facilité par le point de vue du film qui décide de faire de Bear le protagoniste plutôt que Nikki la victime, et les choses se compliquent. C'est intéressant de suivre le méchant dans l'histoire, mais dans un autre film, car dans Obsession, c'est un choix dangereux, ça donne trop de liberté quant à l'interprétation morale de Bear.
Il aurait dû y réfléchir longtemps, il aurait dû, plutôt que de le faire sur un coup de sang, craquer le bâton en étant persuadé que la magie allait faire effet. Parce qu'ensuite le film décide de continuer à suivre Bear. Et le réalisateur admet lui-même qu'il souhaitait qu'on puisse s'identifier à Bear et qu'on ait au départ de la pitié pour lui. Le point de vue de Nikki, la vraie Nikki, on ne l'a que de façon fragmentée. Plus tôt, je disais que ce film s'adresse aux hommes, c'est donc dans cette façon de rendre le point de vue de Bear comme central que cela s'exprime le plus. Ce n'est pas un mal en soi, simplement, sans le point de vue de Nikki, il y a un véritable déséquilibre. En l'état, ce dernier de mes arguments est bancal, car il y a quand même certaines scènes qui soulignent les torts de Bear, notamment quand la vraie Nikki lui demande de la tuer et qu'il répond quelque chose comme « C'est si horrible d'être avec moi ». Malheureusement, pour une scène comme celle-ci, il y en a des dizaines d'autres où Nikki devient le monstre, l'épicentre de l'horreur. Car oui, Obsession, c'est un film d'horreur, donc il faut un danger, une menace. C'est Nikki qui l'incarne. C'est elle qu'on trouve terrifiante, c'est elle qui tue une innocente, elle qui se déplace de façon à mettre des frissons dans le dos, elle qu'on met sur les affiches avec une expression qui inspire la terreur. En clair, pour le public, c'est elle le monstre. Tous ces effets de style, avec en prime les effets sonores, remplacent l'horreur pourtant réelle de la relation d'emprise induite par Bear et que le film vise pourtant à dénoncer. En clair, on n'a jamais peur pour Nikki, on a peur de Nikki. We used Pearl as a reference, so we watched that together. I don't want to see another goddamn homage in anybody's movie. Curry Barker a regardé quelques films d'horreur de toute évidence et il veut que ça se sache. Indy Navarrete, l'actrice qui incarne Nikki, s'est inspirée du film Pearl. Tous deux ont ici encore oublié l'intention derrière le geste. Il n'y a évidemment rien de mal à s'inspirer d'autres œuvres pour créer la sienne, tous les plus grands le font. Ici la différence est entre la copie et le vol. Comme on dit, les grands artistes volent et les mauvais copient. Curry Barker n'est pas mauvais, mais je trouve qu'il copie encore un peu trop. Les rappels à Cairo, à Pearl ou à l'Exorciste forcent l'horreur à s'exprimer à travers la victime et pas le coupable. Le film semble s'en rendre compte pendant la scène de la soirée chez Yann, qui est selon moi la plus réussie. Nikki, à qui l'on a donné un trait de personnage, puis on s'est lavé les mains, à savoir elle écrit et c'est tout ce qui la définit. Ça, et la drogue, décrit sa relation de couple avec Bear comme une relation incestueuse. Forcée de coucher avec quelqu'un qu'elle considérait comme son frère, par une relecture du conte de Hansel et Gretel. Ensuite, elle se mutile. Là, c'est bien Nikki que l'on plaint, et pour qui l'on a peur, puis, on retourne à Bear. Si cette scène fonctionne, c'est aussi parce que pour l'unique fois du film, on est dans la tête de Nikki, on suit son point de vue. Le film aurait gagné à nous mettre plus souvent à la place de Nikki. Pour cela, je pense qu'il aurait dû être écrit par une femme, et Curry Barker est de toute évidence un homme avec tout ce que ça implique. Le vœu en lui-même a un potentiel allégorique, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'il est censé représenter quelque chose. On peut estimer que Nikki, dans la version du vœu, épouse en effet les critères du trouble de la personnalité borderline, mais remanié dans une forme horrifique. La peur de l'abandon, l'impulsivité, l'idéalisation, l'automutilation et même le sentiment de vide intérieur, tous sont représentés, mais de façon un peu caricaturale. C'est à se demander si c'était voulu par le réalisateur. Je pense que c'est inconscient et lié à ce trope de la crazy jealous girlfriend que l'on retrouvait dans Pearl et dont le film s'est inspiré. Le film d'ailleurs, si on devait parler simplement d'inspiration, est une sorte de fusion entre Pearl et Midsommar. Dans Pearl, la femme est la plus en faute, dans Midsommar, c'est l'homme. De nos jours, le trouble de la personnalité borderline est extrêmement stigmatisé, surtout quand il touche les femmes, qu'il touche en majorité. Au point qu'il arrive qu'on le qualifie de nouvelle hystérie. Je n'irai pas jusque-là. Toujours est-il qu'il sert à justifier des abus sur les femmes, car si elles sont malades, quelque chose cloche. Like what? Is she okay? No. Le vœu, c'est donc ce qui cloche, avec Nikki. Alors le vœu, c'est pas forcément un trouble de la personnalité borderline, ça peut représenter tout un tas de choses. Malheureusement, en allant dans le cliché de ce trouble, dans la caricature, Obsession forcément le donne à qui veut le saisir. Why does it matter? I thought we were having a nice day. Dans beaucoup de films d'horreur, le scénariste introduit un élément qui permet de rationaliser dans un premier temps l'horreur et de faire monter la tension auprès des personnages qui pourront douter du caractère paranormal de l'intrigue plutôt que de paniquer dès les premières secondes. Là encore, Obsession me fait penser à Evil Dead 2013. Car dans ce film, Mia est en plein sevrage et c'est ainsi que d'abord les personnages expliquent ses comportements erratiques et dangereux. Ils ne vont pas penser d'emblée à de la possession, c'est logique. Nikki aussi a eu des soucis avec la drogue. Quand elle se mettra à agir de façon différente, les personnages du film imagineront qu'elle est retombée dans les substances.
C'est donc bien qu'à tout niveau, quelque chose cloche en effet avec Nikki. Quelque chose de suffisamment flou pour que l'on puisse y poser une lecture biaisée. Je ne sais pas si Barker avait voulu faire du vœu une allégorie des sentiments amoureux ou de la relation d'emprise, c'est difficile à dire, il n'est jamais bien clair dessus. Et des processus inconscients, des stéréotypes sont évidemment rentrés en jeu pendant l'écriture. Indépendamment de lui, ce qui explique aussi en partie sa maladresse. Il est de plus impossible de guérir Nikki. Il faut que Bear saute la vie. Dans tous les cas, il aurait fallu que Bear saute la vie. Il n'a jamais été question, comme dans une histoire de possession, d'exorciser Nikki par des moyens divers et variés. Alors, si l'on considère que la formulation du vœu par Bear avait été maladroite, on peut en conclure qu'il était damné dans tous les cas, et que même s'il avait repoussé Nikki après s'être rendu compte qu'elle n'agissait pas d'elle-même, il aurait dû se suicider pour la libérer, ou subir son courroux. Donc Bear et Nikki étaient tous les deux condamnés, et ne pouvaient pas être rattrapés par des actes vertueux. Le message s'en retrouve dilué. Obsession court d'ailleurs après la tendance proprement misogyne des films d'horreur à exagérer et mettre en scène une violence terrible sur les femmes. Les morts de Ian et de Bear sont expéditrices. Bear ne souffre pas, il n'est pas vraiment puni. Oui, il meurt, mais il s'en sort plutôt bien. Tandis que Sarah connaît une mort atroce, son cadavre est désacralisé. Et Nikki doit maintenant vivre avec la mort de ses amis et un emprisonnement à vie pour des actes dont elle n'est pas responsable. Honnêtement, j'en ai un peu marre de voir Obsession partout et je suis désolé d'y participer, mais j'espère ajouter une vision plus nuancée et un peu différente du film. Loin de la pensée en noir et blanc des réseaux sociaux et de la culture de l'instant. Et je ne me prétends pas moi-même à l'abri de tous les processus décrits dans cette vidéo. J'ai moi aussi imposé ma propre lecture à ce film. Je crois que j'ai longtemps reproché à Curry Barker une misogynie fantasmée. Il suffirait de lire le premier script de cette vidéo que je ne sortirai pas. Finalement, je ne crois pas qu'il soit misogyne, ce serait trop violent de lui affubler ce qualificatif. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il est simplement maladroit. Son film, lui, a toutefois quelques relents de misogynie. Dans le choix du protagoniste notamment, la violence sur les femmes aussi, la volonté de faire de Nikki une copine tarée et jalouse, comme il dit. Le film est bon, mais la façon dont on le traite sur les réseaux ressemble à la façon dont Bear traite Nikki dans le film. Obsession n'est pas sexiste, il n'est pas misogyne. De la même manière, je ne pense pas que ce soit un film féministe. Il n'en a jamais eu l'intention, et c'est une lecture qu'on lui a imposée. Car si le film avait voulu faire de Nikki une sorte d'allégorie de la sororité, une femme qui se dresse contre son abuseur, un peu dans l'idée « la peur change de camp », si ça avait été sa volonté, alors le script n'aurait pas permis que Nikki tue Sarah de façon si atroce. Mais ce n'est que mon interprétation.